Ce dont je vais vous parler maintenant, ce sont ce qui a touché le monde plus physique, donc dans 3 secteurs qu'on a choisis cette année, qui sont le maritime, l'aérien et la santé. Pour commencer, la partie maritime. Donc là, une petite infographie, c'est en août de cette année, le nombre de bateaux qui étaient marchands détectés sur notre globe. Donc on voit tout de suite une importance de ce trafic, que ce soit économique, en nombre de bateaux, en nombre de conteneurs, et donc l'intérêt que pourront avoir les cybercriminels à attaquer ce secteur. Donc on voit un grand nombre et des cibles diverses qui vont avoir, une attaque va avoir un impact direct sur des économies, sur l'écologie, mais également sur des vies humaines. On va également avoir, malgré cette infographie, des zones encore un peu libres d'isolement, d'où l'explosion, bien entendu, du marché des yachts et des super yachts qui permettent à leurs propriétaires de faire leurs affaires, de s'isoler un peu, mais qui vont regorger d'informations sur eux et justement sur ces affaires-là, et aussi une mine d'informations pour les cybercriminels. Les ports qu'on n'a pas vus sur la précédente infographie n'ont pas été en reste cette année, puisque 3 ports ont été victimes en 2018, celui de Long Beach, de Barcelone et de San Diego, qui ont subi des attaques de ransomware. Ce sont des attaques qui ont été assez limitées en termes d'impact pour les ports en eux-mêmes, pour leur activité, en partie parce que des procédures avaient déjà été en place. Donc ça, c'est un point positif, c'est la suite de ce qu'on a pu voir l'année dernière sur la cyberattaque qu'a subi Maersk l'année dernière. Donc, ces procédures ont permis à la fois de contenir les attaques, mais également d'avoir un retour à la normale beaucoup plus rapide. Mais ces attaques auraient bien entendu auraient pu être bien plus dévastatrices si elles avaient touché les opérations de ces ports et la coordination avec les bateaux, puisqu'il faut savoir qu'un port qui est engorgé est tout de suite abandonné par tous les bateaux qui arrivent et qui vont poursuivre leur activité sur le port suivant. Charge aux propriétaires de la marchandise d'y aller pour chercher à ce moment-là leurs biens. Donc une grande désorganisation possible de tout le marché et de tout le transport maritime mondial. Sur les bateaux, un petit focus sur qu'est-ce qu'un navire finalement. Un navire, c'est un système complexe qui va avoir à la fois une partie SCADA avec des automates qui gèrent la direction, la propulsion, la production électrique, des outils de navigation, mais également de la bureautique et du divertissement à bord. Bien entendu, je parlais tout à l'heure de yachts, on peut imaginer le nombre de gadgets présents également sur ces bateaux-là actuellement. Tous ces éléments sont interconnectés, ils sont bien entendu sur des réseaux qui sont faiblement étanches entre eux et connectés en permanence à Internet. Qu'est-ce qu'on a eu comme attaque? Alors l'année dernière, on avait déjà parlé des attaques SATCOM. Cette fois-ci, ce qu'on voulait vous montrer, c'était des recherches qui ont été faites avec cette cartographie qui a été mise en ligne, qui est interactive et mise à jour en permanence, et qui permet d'avoir finalement sur chaque navire connecté à Internet sa position, mais également son adresse IP. À partir de là, on peut se connecter sur l'interface de gestion satellitaire, et bien entendu, avec des attaques, puisque c'est des choses qui sont faiblement protégées, avoir des attaques sur les éléments satellites et rebondir à l'intérieur du bateau par la suite. Par exemple, attaquer la partie cartographie, ce qui s'appelle les EC10, qui gère également toute la partie de pilote automatique. Une autre attaque qui a été démontrée cette année concernait les systèmes de gestion des moteurs de la marque Automaskin, qui équipe en fait en marque blanche après tout un tas de constructeurs de moteurs. Les vulnérabilités, rapidement, donc c'était des USSH qui étaient cachés, qui étaient directement accessibles, parce que les mots de passe, ainsi de suite, étaient quand même finalement assez simples à trouver. Pas de chiffrement de communication, pas d'authentification des différents éléments constituant ces ensembles, et donc une prise de contrôle finalement assez simple du système. En conclusion, sur le domaine maritime, pour faire très vite, on voit donc un secteur qui est fortement technologique, qui a vécu sur le postulat finalement d'être un peu en dehors du système, puisque au milieu des océans, mais qui commence à se structurer et qui commence aussi à regarder, finalement, à prendre pour elle les recommandations qu'a pu faire par exemple l'ANSSI il y a quelques années,
en ayant des organismes comme l'IACS qui fait de la normalisation et qui a commencé à donner des recommandations justement à suivre pour la partie cyber. Je laisse maintenant la parole à Vincent pour la partie aérienne. Merci Christophe. Donc beaucoup de similitudes entre le monde maritime et le monde aérien, sans surprise. Les acteurs en présence sont tous fortement interdépendants et le transport aérien est un écosystème. La chute de l'un d'entre eux entraîne la chute de tous les autres. Pas mal de similitudes également entre les bateaux et les aéronefs, entre les SATCOM, les objets connectés, entre les ports, entre les aéroports. Là aussi, on a sensiblement les mêmes vulnérabilités. La particularité du monde aérien, c'est surtout l'omniprésence du passager et la concurrence des compagnies aériennes, qui sont extrêmement exposées et donc fortement attaquées. Là, vraiment, c'est une représentation très rapide des très nombreuses attaques qui ont eu lieu sur les infrastructures des compagnies aériennes en 2018. 3 exemples assez représentatifs. Le premier, parce qu'on parle de faiblesse de politique de mot de passe. Le second, parce que la volumétrie est somme toute la plus importante jamais enregistrée dans une fuite de données autour du monde aérien. Les 9 400 000 comptes compromis, des numéros de passeport, des données bancaires. Enfin, c'est une attaque qui a duré des mois. Et le dernier, dont on a parlé rapidement, l'attaque British Airways, évidemment, parce qu'en termes financiers et en termes de perte de données bancaires, comme ça a été abordé, on est sur des sommes d'environ qui sont estimées sur le Darknet de 9 500 000 livres. Mais les compagnies aériennes ne sont pas attaquées que sur leurs infrastructures. Sans surprise, également, des technologies type phishing sont aussi utilisées. Là, un exemple sur une compagnie française bien connue, de phishing bien réalisé, où on a des informations réelles. Il se trouve que cette compagnie fête effectivement son 85e anniversaire. Le site web semble de confiance, ça peut inciter le passager ciblé à cliquer, sauf que si on regarde bien, on s'aperçoit que le cyberattaquant a utilisé une technique dite de typo squatting, c'est-à-dire qu'il a utilisé une lettre de l'alphabet maltais ou thaïlandais pour représenter le A et se rendre indétectable aux détections de type pattern matching, enfin comparaison de chaînes de caractères. Il n'y a pas longtemps, on a pu voir que le simple survol par un drone d'une piste pouvait bloquer l'exploitation d'une plateforme pendant 2 jours. Ça, c'est un événement physique finalement relativement petit qui a une conséquence importante sur l'exploitation d'un aéroport et sur tout l'écosystème. Sur le monde virtuel, on a quelque chose de comparable. En début d'année, la ville d'Atlanta avait subi une attaque cyber massive et l'aéroport, qui pourtant n'était pas ciblé, a été contraint d'arrêter son Wi-Fi suite à cette attaque pendant plus de 10 jours, avec l'impact sur la qualité de service aux passagers que vous pouvez imaginer. Plus récemment, l'aéroport de Bristol a été attaqué plus d'1 an après la première attaque par un ransomware type WannaCry et a été contraint pendant 2 jours de mettre hors service son système d'affichage. Ça donne ça en aérogare. Voilà, donc bonne chance pour les passagers. Bon courage aussi pour les chargés d'aéroport qui, avec les paperboards et les silos, doivent mettre à jour en temps réel les données. Comme ça a été évoqué, les aéronefs sont toujours plus connectés. On parlait de communication satellite. Un chercheur en sécurité a assuré qu'il avait réussi à compromettre non pas un aéronef, mais plusieurs aéronefs lors du Black Hat depuis le sol, en utilisant ces vulnérabilités. Le département américain de la sécurité a également confirmé qu'il avait réussi à compromettre un Boeing 737 et que la compromission réelle, en conditions réelles, d'un aéronef n'était plus qu'une question de temps. C'est aussi un monde très concurrentiel, le monde aéroportuaire. J'en veux pour preuve la Cour de justice américaine qui a appréhendé des espions chinois accusés d'avoir conspiré avec des hackers dans l'intention de voler des données de moteur. Donc comment augmenter la cyber-résilience de l'ensemble du secteur? Si l'union faisait la force. Donc une initiative à noter à l'échelle nationale, c'est la création du CCTA, le Conseil pour la cybersécurité du transport aérien, à l'initiative d'Elisabeth Borne, en avril 2018, et qui rassemble l'ensemble des professionnels du secteur, agents aéroportuaires, compagnies aériennes, fabricants, équipementiers, instances réglementaires, pour travailler ensemble à travers 3 comités sur
la mise à jour des différents risques qui sont éprouvés par le secteur, les moyens de mitigation qui sont possiblement qu'on peut mettre en place pour réduire ce risque, et enfin établir des textes de loi, en tout cas des textes structurés qui permettent d'augmenter la cyber-résilience de l'ensemble du secteur. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de vulnérabilité, enfin de cybercriminalité dans des SI qui sont pas comme les autres. Ce sont des SI qui vont traiter, qui vont manipuler des données qui sont assez particulières parce qu'elles touchent, je dirais, à l'intimité de chacun, à l'individu en propre. Et avec un grand constat sur cette partie-là, c'est que on a le monde virtuel, donc le monde de l'informatique, le monde du cyber, qui va rejoindre tristement le monde du réel. Donc, je vais vous parler de données de santé. Donc les vecteurs d'attaque, évidemment, dans ce domaine vont rester classiques. On va avoir des logiciels malveillants, on va avoir des accès permissifs, du phishing, de l'erreur de manipulation, et des constats qui sont aussi assez communs avec des DSI qui vont être souvent mal protégés, des personnels non sensibilisés. Alors c'est quelque chose de particulier au secteur, c'est que la cybersécurité finalement fait peu partie de la culture médicale. Contrairement à d'autres secteurs comme le bancaire ou l'industrie, où on a des notions de sécurité et de sûreté qui sont un peu plus implantées. Excusez-moi pour le... Donc, pourquoi les hôpitaux? Donc, évidemment, les motivations des cybercriminels, toujours l'appât du gain, avec du chantage, de l'extorsion, de l'usurpation d'identité et de la déstabilisation ciblée, mais également du cyberterrorisme. Voilà, les impacts vont être à la fois de la divulgation d'informations, de la divulgation irréversible. Demain, vous perdez votre carte bancaire, vous pouvez en refaire une autre. Si vos données biologiques ou voilà, des données de santé étaient divulguées, il n'y a pas possibilité de les changer ou de les resetter. L'intégrité physique, évidemment, à un moment donné, si vous êtes en soins et que une machine est indisponible, vous avez ce qu'on appelle dans le milieu médical une perte de chance. Donc la perte de chance, c'est le fait d'avoir été privé d'une possibilité de soins à un moment donné. Donc la cybercriminalité engendre une perte de chance pour les patients. Et ça rejoint la culture médicale. Alors pourquoi est-ce que c'est une cible? Évidemment, les cybercriminels imaginent que la sécurité est un petit peu moindre dans ces systèmes d'information, mais aussi que dans l'urgence, au moment où vous avez besoin d'un soin, vous seriez plus à même de payer une rançon. Donc un petit zoom en fait sur la première amende RGPD qui finalement était médicale. C'était à la suite d'un contrôle de la CNIL portugaise en juin 2018, donc au centre hospitalier de Borejo Montijo. Désolé pour l'accent. On a eu 3 constats en fait qui ont été donnés par cette CNIL. Un accès permissif à un ensemble de personnels qui avaient accès à des données sans le droit d'en connaître, donc du personnel administratif. Un certain nombre de médecins qui avaient accès à des dossiers médicaux également et qui ne faisaient pas forcément partie du personnel médical. Et aussi un compte de test qui avait accès à tout. Donc on l'imagine, l'amende, donc 400 000 € et une atteinte à l'image sur le secteur de santé. Autre zoom, donc le vol de dossiers médicaux qui a eu lieu à Singapour. Donc Singapour, la ville du cyber, la ville ultra connectée. On a eu une attaque ciblée en fait qui entre juin et juillet 2018 qui a engendré le vol de 1,5 million de données de dossiers médicaux, soit 25% de la population de l'État. Donc la cible principale, c'était le Premier ministre. Donc il y avait une volonté de déstabilisation, d'essayer de récupérer de l'information pour le déstabiliser. Mais en tout cas, l'effet de bord, c'est qu'on a retrouvé le reste des données dehors. Donc le mode opératoire, il y a eu un piégeage
probablement un piégeage d'un utilisateur, mais on a repéré aussi un mot de passe qui était trivial. Donc les conclusions sont encore un petit peu obscures, mais en tout cas, les résultats étaient là. Bon, c'est pas sans rappeler ce qui s'était passé aux États-Unis quelques mois avant avec Anthem Blue Cross, où on a eu 78 millions de dossiers médicaux qui ont été volés. Donc, pour aller plus loin, évidemment, le monde médical est en train de se connecter et d'être hyper connecté à plusieurs niveaux. Donc, au niveau des machines, au niveau de tout un tas de dispositifs qu'on peut avoir sur nous. Et les trois tendances en fait, dont je voulais vous parler, qui vont se renforcer en 2019, sont évidemment des attaques ciblées sur les matériels médicaux, des attaques liées aux extorsions, je vous en parlais, la population est plus à même à payer. Et le renforcement du cyberterrorisme avec l'exploitation de vulnérabilités sur des équipements qui permettraient de déstabiliser une ville, un pays ou une région. Voilà. Et l'impact, on en parlait en introduction, une perte de chance pour les patients. Je vous remercie.